Génial. Fait que- comme je disais, merci et bienvenue au Dialogue pour la biodiversité, sur un panel sur changer nos façons de faire pour mieux protéger la biodiversité. Euh, Aujourd'hui, on est en mode meeting. Vous allez voir, là, vous pouvez ouvrir vos caméras et vos micros. Par contre, on vous demande là, vraiment de garder les questions plus vers la fin. Si jamais vous avez des questions en cours de route, vous pouvez toujours les poser. Si jamais ça fit avec la conversation actuelle, je pourrais évidemment les introduire. Par contre, en général, on va prendre du temps là, à la fin pour un Q&A. Les dialogues pour la biodiversité, c'est un lieu d'échange multisectoriel visant à encourager justement les échanges et la collaboration pour être plus ambitieux en ce qui tient à nos cibles climatiques pour les dialogues pour le climat et nos cibles, évidemment, biodiversité pour les dialogues pour la biodiversité. Je voulais prendre le temps quand même de faire une courte reconnaissance territoriale. À la plupart de nous qui sont dans la salle travaillent ou vivent directement sur des territoires ancestraux des Premières Nations et des Inuits. On remercie les peuples autochtones qui en sont gardiens depuis toujours et ont des liens profonds avec la Terre. Merci. Petit contexte avant de commencer, vous le savez, ça a été un automne chargé en termes de négociations internationales, en termes de politique. On a eu des grands congrès comme le congrès de l'UICN, on a eu la COP30 qui vient de finir, on a eu le SAPSTA qui est une rencontre plus technique, la Convention sur la biodiversité. Euh, Puis on a eu beaucoup de conversations techniques justement de comment on y arrive, quelle cible, et ainsi de suite. Par contre, on voulait un peu finir cette programmation-là en disant, OK, mais comment on va plus loin en fait? Comment est-ce qu'on recule des fois, on prend le pas de recul nécessaire puis se questionner sur, mais qu'est-ce qui doit changer également? Fait que j'ai des panélistes là, super autour de la table là, qui vont justement nous parler un peu des différentes façons de changer nos façons de faire ici au Québec et aussi là, quelques clins d'œil à l'international. Fait que sans plus attendre, je vais vous présenter nos panélistes. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Premièrement, Alain Branchot, qui est directeur général à la Société de la nature et des parcs. Pardon, j'ai la SNAP Québec. Alain, tu pourras me corriger sur le nom complet. Je l'ai débaptisé ce matin. J'ai Elissa Hidard, qui est militante, qui est active au sein de Gibbin Québec, le réseau des jeunes pour la biodiversité, et la Coalition Climat Montréal, qui est aussi membre de Gibbin à la COP 17, là, qui s'en vient l'année prochaine, qui est aussi présente à d'autres COP. Isabelle Saint-Germain, qui est directrice de la biosphère d'Espace pour la vie. On a Martin Vaillancourt, qui est directeur général du RENCREC, qui est aussi aujourd'hui présent là, comme membre fondateur du G15+, qui pourra nous donner plus de détails tantôt. Fait que merci à vous quatre d'être là. Sans plus attendre, en fait, je donnerai le mot d'ouverture à Alain, parce que je sais justement qu'Alain, là, depuis quelques années déjà, du moins la COP15 et peut-être même avant, vous nous parlez justement de l'importance là, des causes sous-jacentes, de mettre en œuvre des changements transformateurs. Il y a eu par exemple l'appel de Montréal. Veux-tu nous parler justement de cette démarche-là là, qui veut aller plus prendre ce pas de recul-là? Hey, merci David, merci tout le monde d'être présent, présente là, pour ce panel. Euh, Effectivement, la plupart des organisations en environnement, que ce soit en climat ou en biodiversité, on travaille sur les causes directes. On travaille de façon proactive, par exemple à la SNAP Québec pour aller protéger les habitats. On travaille aussi parfois pour contrer des menaces à des habitats, à des espèces. Mais derrière ce travail de front, je dirais, se cachent aussi des causes sous-jacentes, des causes indirectes qui font en sorte que, malgré nos efforts, la destruction des habitats, la destruction de la biodiversité continue. Et en 2022, la SNAP Québec, on s'est dit, on a profité de l'occasion là, de la tenue de la COP 15 à Montréal pour se dire pourquoi on n'organiserait pas justement une conférence internationale de niveau international sur toutes ces solutions-là qu'on pourrait mettre de l'avant pour contrer les causes indirectes. Quand on parle de causes indirectes, nous en 2022, on présentait ça comme deux grandes racines là, qui étaient les causes indirectes, les causes sous-jacentes. C'était notre système de valeurs et un modèle économique qui est axé sur une croissance continue, dont on sait l'impossibilité de continuation. C'est juste physiquement impossible qu'on continue à grandir, grossir la taille de l'économie dans un monde fermé, dans un monde qui a des limites, là, des limites planétaires. Et donc en 2015, en 2022 plutôt, je mélange tout le temps la COP 15 et 2022, on a tenu cet événement-là justement pour montrer qu'il y avait des solutions avec un discours très positif, moins axé sur la dénonciation, mais davantage sur comment on pourrait mettre en place quelque chose de différent,
qu'un modèle économique qui est basé sur une croissance continue, à quoi ça ressemblerait justement un monde où on mettrait en place ce genre de mesures-là? Est-ce que ça serait un monde confortable? Est-ce que ça serait un monde viable? Est-ce qu'on retournerait à l'âge de pierre? Puis, en fait, sans aller dans les détails, évidemment, on n'a pas le temps. La conclusion, c'était vraiment que il y a vraiment l'avenir pour se pencher là-dessus, mais il faut vraiment ouvrir ce dialogue-là. Et une des étapes charnières, je dirais, depuis ce temps-là, c'est l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale, mais pour la biodiversité, l'équivalent du GIEC, et qui a publié un résumé là, de son rapport qui a été publié cette année, mais en décembre dernier, où on a vraiment commencé à amorcer un dialogue vraiment structuré sur c'est quoi les causes sous-jacentes, c'est quoi les changements transformateurs qu'on peut amener pour vraiment s'attaquer à cet enjeu-là. En gros, eux, la structure de pensée qu'ils ont mise de l'avant, c'est vraiment les valeurs fondamentales qui sont à l'œuvre en ce moment. Déconnexion, une domination face à la nature, une déconnexion à la nature, la concentration des pouvoirs et des richesses, la priorisation des gains individuels et matériels à court terme qui sont présentés comme les grandes causes sous-jacentes de la situation actuelle et des facteurs indirects au niveau plus socio-économique, comme on discutait tantôt, entre autres le modèle dominant en ce moment. Et en 2022, on a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a été de faire signer le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, le Grand Conseil de la Nation CRI, entre autres, et plusieurs communes en France, plusieurs organisations à l'international, une déclaration qu'on appelle l'Appel de Montréal, que je vous invite à aller consulter, qui est un texte assez subversif, justement, qui appelle à ce dialogue-là et à des changements transformateurs dans la société. Alors, pour terminer, je pense que mon temps est écoulé. On se projette maintenant dans l'avenir. On a réussi à faire une rencontre de haut niveau en 2024 à la COP 16. Et en ce moment, on est en train d'organiser une journée complète de dialogue sur les changements transformateurs avec l'IPBES, avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, avec l'Arménie, qui va être l'hôte de la COP 17, sur ce dialogue-là qui est nécessaire si on ne s'attaque pas aux causes sous-jacentes, si on ne fait pas des changements transformateurs, peu importe les efforts qu'on va mettre sur les causes directes, on n'y arrivera pas. Donc, il y a de Mhm. l'espoir. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Je rebondirais peut-être avec un événement qu'il y a eu cette année, le congrès de l'UICN, qui n'est pas un congrès qui est à 100% aligné avec la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique, mais quand même là, qui fait un peu office là, de recommandations techniques. Et c'était un gros événement quand même pour le monde de la conservation et de la protection de la biodiversité cette année. Martin, je te poserais peut-être une question simple, parce que c'est quelque chose qu'on entendait, cette thématique-là, justement, de changement transformateur ou de changement systémique. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entendait au congrès de l'UICN? Très clairement, c'était même, on peut même dire que c'était au cœur là, du congrès. Le thème général là, de cette année, là, c'est un congrès qui a lieu aux 4 ans, là, c'était promouvoir la conservation transformatrice. Donc, on vient de prendre là, en quoi là, on peut transformer les choses là, quand on travaille sur les enjeux de biodiversité. Puis, en fait, tout le congrès tournait autour d'une idée simple, là, c'est qu'on ne peut pas régler la crise de la biodiversité avec des petits correctifs. Il faut nécessairement changer en profondeur nos façons de produire, de consommer, de financer, puis de décider. Puis les 5 grands axes du congrès, là, c'était renforcer, étendre une conservation plus résiliente, réduire les risques face au climat, assurer plus d'équité, donc beaucoup un grand aspect là, sur la justice environnementale, euh, puis faire une transition vers des économies ou des sociétés là, positives pour la nature, là. Donc, concrètement, là, ça se voyait un peu partout, là, dans les panels, dans les pavillons, dans les séances là, sur les villes, les systèmes économiques, comment revoir l'urbanisme, les investissements, la fiscalité. Euh, Beaucoup de sessions de connexion des gens avec la nature aussi. Donc, comment s'approprier cette nature-là. Euh, la- il y avait des éléments, en fait, il y avait des sessions sur les changements de comportement. Euh,
Puis comme dans toute grande conférence internationale, là, il y avait bien sûr là, des journées thématiques là, ou des sommets parallèles là, sur les peuples autochtones, sur le milieu d'affaires, sur les jeunes, sur l'apport de la philanthropie à cette transformation-là. Puis l'idée était toujours la même, là. Comment on s'attaque aux causes profondes, comment on revoit les subventions néfastes, là, donc comment on cherche à les diminuer, comment on cherche à réorienter ces sommes-là, euh, quels sont les modèles d'affaires qui peuvent Mhm. être utilisés pour transformer l'économie, pour comment on peut travailler sur les inégalités, sur la gouvernance. Donc, oui, les changements transformateurs, là, c'est porté également par l'IUCN et cette organisation-là qui est en place là, depuis 1948, je crois, là, et, euh, et repose là, sur un réseau de scientifiques de toutes sortes de provenances. Là. Je pense qu'ils sont plus de 18 000 et qui documente les enjeux de biodiversité, puis les solutions aussi à implanter. Et ces lignes directrices-là qui émanent des différents congrès de l'IUCN nourrissent énormément les États membres et les travaux là, de la Convention cadre là, sur la biodiversité par la suite. Là. Donc, la, comment je pourrais dire, ça a été un congrès personnel, sur une base personnelle, là, très enrichissant dans le sens où on était avec mettons, quelques milliers de personnes les plus au fait de ce qui est possible de faire et Mhm. de ceux qui font. Et ça envoyait un message d'espoir là, dans, dans le climat de morosité ambiante, là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est pas parce que la géopolitique part en vrille que les gens sur le terrain ne font rien, au contraire. Mhm. Et ce message-là, là, je pense qu'il faut s'appuyer dessus, puis il faut continuer notre propre action si on veut voir des changements dans nos sociétés là, qui vont être favorables à la biodiversité, mais de manière beaucoup plus large là, à l'humanité entière. Merci beaucoup, Martin. Puis en fait, c'est intéressant que tu dis ça, justement, parce que oui, il y avait les classiques résolutions techniques de l'UICN pour la mise en œuvre de la conservation, mais il y avait aussi des résolutions sur l'écocide, sur le droit de la nature. Fait que justement, un peu cette volonté-là d'aller plus loin dans les réflexions là, que l'aspect hyper technique de la conservation. Merci pour ça. Je serais peut-être, maintenant qu'on a eu un contexte un peu international, historique, justement, que c'est une discussion qui avance, en fait, là, qui continue, qui va peut-être pas encore assez loin, mais qui est du moins qui est en mouvement. Je ferai peut-être un tour de table rapide, puis après ça, je vous poserai peut-être des questions plus spécifiques sur des projets sur lesquels vous travaillez. Mais je parlerai peut-être en 1 ou 2 minutes chacun, là, tu sais, nous donner des exemples de changements sociétals qui doivent être mis en œuvre pour justement mieux protéger la biodiversité. Peut-être pour changer la dynamique, évidemment, là, je commencerai par Elissa. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Alors j'ai plusieurs points à aborder, je réalise qu'ils sont aussi un peu à l'échelle internationale, mais je vais quand même y aller. Donc mon premier, ce serait d'arrêter de traiter de la biodiversité et du climat comme deux crises séparées. Je pense qu'on est tous, ça commence à faire son chemin comme Mhm. réflexion. Les solutions doivent être pensées ensemble à l'échelle institutionnelle et politique. Et non seulement ça, selon moi, on devrait aussi s'intéresser davantage à la désertification, notamment la COP sur la désertification, parce que si on veut penser des solutions de justice écologique, on en parle beaucoup au Québec, la justice écologique, climatique, comme on veut l'appeler. Il faut être capable de comprendre les réalités climatiques d'ici et d'ailleurs dans une perspective d'entraide. Et aussi, quand tu parlais, Alain, des causes indirectes et sous-jacentes, je pense qu'il y en a plusieurs qui se recoupent avec le climat et la désertification. Et ça commencerait aussi par là de ne pas travailler en silo, d'après moi. Mon deuxième point, c'est de reconnaître les savoirs autochtones, créer des espaces où ces savoirs peuvent actually participer aux décisions, réellement participer aux décisions. Et à ce sujet-là, moi, je pense que j'appellerais sincèrement les organismes de la société civile, mais aussi beaucoup les organismes de coopération internationale au Québec qui ont la chance de se rendre au COP parce que c'est aussi par là qu'il faut qu'on s'allie et qu'on reconnaisse le combat que c'est pour la reconnaissance de leurs droits de parole au peuple autochtone. Et si vous manquez de motivation, j'ai sélectionné un petit article du Monde pour vous, si vous voulez le lire, sur les manifestations justement qui ont eu lieu à la COP 30 à ce sujet. Et finalement, pour quand même mettre un peu le chapeau éducation avec lequel je suis venue aujourd'hui, le droit
reconnaître le droit de parole des peuples autochtones, ça se ritualise dans nos pratiques, mais ça naît dans l'éducation et il faut changer non seulement nos pratiques, mais ce qui guide nos pratiques, pardon, donc les questions qu'on se pose, qu'est-ce que c'est notre rapport au vivant, qu'est-ce que c'est, quelles sont nos valeurs, quelle est la source de notre capacité d'agir et de notre organisation collective. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Voilà. Merci beaucoup, Elissa. On pourrait aller plus loin sur certains des sujets d'ailleurs par la suite. Tu fais de lien évidemment avec la COP30 là, qui n'a pas justement cette entité-là pour bien entendre les voix des Premières Nations. On sait que du côté de la COP biodiversité, ça se travaille, mais encore une fois, on verra le résultat quand on sera là. J'irai peut-être avec toi, Isabelle, là, pour par la suite. Bonjour. Je pense que je suis totalement d'accord avec ce qu'Elissa vient de mentionner. Ce que j'ajouterais, c'est que d'un point de vue d'un citoyen, une citoyenne, je demande aux gens de faire des efforts pour changer sa posture par rapport à la biodiversité. On est dans une posture de domination de la nature, puis si on change pas notre posture, on peut pas développer de l'empathie, puis on protège pas ce qu'on n'aime pas. Donc, il faut vraiment changer cette posture-là. Puis la façon de le faire, c'est de s'impliquer dans des projets de conservation comme la SNAP le propose. C'est d'aller dans les musées, notamment d'Espace pour la vie. Les musées, c'est des lieux vraiment de dialogue et de mobilisation pour la biodiversité, comme le fait Espace pour la vie. On peut aussi, en tant que citoyen, participer à des projets de recherche, de sciences participatives, donc de participer à la collecte de données pour voir comment les populations, par exemple, d'insectes ou de bélugas évoluent dans le milieu. Puis ça, c'est sur des données scientifiques qui permettent aussi de travailler sur des projets. Donc, il y a plein de choses concrètes qu'on peut faire, mais puis tout ce qu'on dit aussi d'aller dans la nature, puis d'apprendre à apprécier ce qu'elle nous apporte mutuellement. Là, on a quand même des relations mutuelles avec la nature. C'est quelque chose qu'on fait peu. Donc là, on oublie la nature dans notre vie au quotidien. Donc, au niveau des citoyens, ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Au niveau de la ville, je vous dirais que les municipalités ont quand même entre leurs mains beaucoup d'enjeux auxquels elles font face par rapport à la perte de la biodiversité, changement climatique. Donc, les municipalités s'engagent davantage. Donc, les citoyens auraient comment dire, la responsabilité de soutenir ces initiatives-là de protection de la nature dans des milieux urbains et semi-urbains. Et pour finir, je pense qu'il faut définitivement aussi que les musées, qui sont des lieux de savoir en qui les gens ont confiance, s'intéressent davantage à ces enjeux-là de perte de biodiversité, de pouvoir multiplier là, les informations et les solutions proposées là, pour pouvoir du moins avancer dans les solutions sur la perte de la biodiversité. Merci beaucoup, Isabelle. J'irai peut-être avec Martin. Oui, Isabelle a mentionné le rôle des citoyens, comment ils peuvent se mobiliser, s'impliquer, ce que les municipalités peuvent faire. Mon message à moi, c'est qu'il faut travailler à toutes les échelles de territoire. Donc, du très grand, là, un peu comme Alain disait, là, à l'international, de partir des mouvements, de contribuer à une mobilisation, par exemple, autour de l'appel de Montréal. Mais ensuite, il faut que ça redescende. Et le palier régional en est un. Et c'est là où il y a certaines actions là, trouvent toute leur pertinence et leur cohérence, comme par exemple quand on travaille sur les espèces exotiques envahissantes. Les municipalités sont pas isolées les unes des autres, là, ils sont en contact, c'est des frontières. Si il y a des espèces qui apparaissent à un endroit, ça va intéresser les autres, ça peut impacter leurs voisins, etc. Donc, il faut pouvoir agir à différentes échelles. En fait, il faut pouvoir agir à toutes les échelles, puis c'est pas nécessairement les mêmes acteurs qui vont être en mesure de le faire. Donc, là, il faut qu'on puisse décliner les stratégies d'intervention pour qu'il y ait des changements transformateurs, là, à la fois à l'échelle nationale, provinciale, mais aussi régionale et sous-régionale jusqu'au local euh, et aux citoyens. Et ça ne va pas nécessairement dans cette direction-là, là. Les actions citoyennes peuvent très bien influencer l'action locale et régionale aussi, là. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'être dans une posture d'action. Au contraire, il faut se mettre en mouvement. Puis,
trouver les bons acteurs là, pour pouvoir multiplier les efforts, là, puis que ça donne les actions, enfin, les résultats souhaités. Merci beaucoup, Martin. Puis Alain? Ouais. Peut-être donner un exemple très concret d'un projet qu'on mène à la SNAP maintenant depuis, ma foi, 10 ans. On l'a lancé ça en 2016, donc notre 10e événement avait lieu cette année. C'est le jour de grâce à la nature. Le message que j'ai envie d'envoyer, moi, c'est soyons audacieux, sortons des sentiers battus, puis avec le jour de grâce à la nature, c'est une célébration de la nature qu'on mène durant la semaine de l'Action de grâce. On invite les gens à aller dans les cathédrales de la nature, dans les parcs nationaux, les parcs régionaux, dans des milieux naturels, et de dire merci à la nature, de rendre grâce à la nature, et toute la connexion que ça implique, non seulement physique, mais aussi, je dirais, spirituelle, d'aller dans la nature, de prendre conscience de tous les services que la nature nous rend l'année durant. Excusez. C'est un peu une extension, je dirais, du principe de l'Action de grâce qui était de remercier, je dirais, divinement ce que la nature nous procure dans les champs. Là, c'est peut-être de l'étendre d'une façon un peu plus laïque, d'une façon un peu plus inclusive, en disant, durant le spectacle automnal, d'aller dire à la nature, merci pour les bénéfices que tu me rends en santé, merci pour les bénéfices que tu me rends en santé physique, mentale, la nourriture, la construction, tous les bénéfices. On sait que la vie est impossible au niveau sans la biodiversité, sans la nature. Donc, et de provoquer ça, je peux vous dire que lorsqu'on a lancé l'événement en 2016, on nous regardait un peu drôle à faire des séances officielles, des citations officielles de câlins d'arbres, des citations d'arbres à souhait. On a aussi une citation d'une zone de ralentissement volontaire où on invite les gens à prendre son temps et à marcher à 0,1 km à l'heure. Donc, mais aujourd'hui, on est rendu à l'étape où on va jusqu'à demander au gouvernement du Québec, avec une ouverture d'esprit très grande chez tous les membres de l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale, de transformer le congé du deuxième lundi du mois d'octobre en jour de grâce à la nature. On espère qu'on va réussir, donc, pour créer ce symbole-là de dire merci à la nature. Donc, il faut sortir des sentiers battus, faire des choses différemment. Merci beaucoup, Alain. Je vais peut-être retourner sur Isabelle. Là. Vous êtes pas mal avec Espace pour la vie, l'organisme le plus proche là, des citoyens, justement. Vous accueillez toutes les années un nombre phénoménal d'individus. J'aime pas dire grand public parce qu'on fait tous partie du grand public. Mais tu sais, je serais peut-être curieux justement d'en apprendre un peu plus là, sur comment est-ce que vous impliquez justement les citoyens, les communautés, parce que les citoyens font partie évidemment de communautés plus grandes. Comment est-ce que justement vous allez de l'avant là, pour faire cette implication-là avec les citoyens? Peut-être avant de répondre directement, je me permettrais de présenter qu'est-ce que Espace pour la vie fait pour la protection de la biodiversité. C'est quand même peu connu de ce côté-là. C'est d'abord un lieu, là, c'est Espace pour la vie, c'est le plus grand complexe de sciences de la nature au Canada. C'est un important pôle de savoir, de culture, de biodiversité. Les institutions qui rassemblent Espace pour la vie, c'est Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Et on rejoint à chaque année 2,5 millions de personnes. Ce qui est méconnu dans le cadre de nos musées, plusieurs personnes l'ont visité, mais le Biodôme notamment, qui a 5 écosystèmes, 4500 animaux, fait d'importants projets de conservation d'espèces en péril comme la protection de la rainette faux-grillon et le chevalet cuivré. Donc, dans plusieurs musées, il y a des chercheurs. À la biosphère, on est beaucoup plus dans un espace d'innovation ouverte où est-ce qu'on met en relation les arts, la science et la science citoyenne pour transmettre des savoirs à la fois scientifiques, autochtones et des artistes et des artisans. On met en valeur beaucoup l'action citoyenne pour susciter de l'espoir, puis surtout
donner le pouvoir d'agir en faveur de la transition socio-écologique. Je mets l'accent sur le socio parce que c'est quelque chose qu'on documente beaucoup, tous les enjeux de justice climatique, l'émotion et de tous les déplacements climatiques. Donc, on parle beaucoup de ça. Le musée de l'insectarium, lui, est plus axé sur la biophilie. Donc, c'est vraiment inspiré de l'habitat des insectes, puis ça favorise le rapprochement empathique envers les insectes qui sont c'est les populations qui disparaissent le plus vite là, sur la Terre. Et le jardin botanique, qui, comme vous savez, là, c'est un immense jardin très prestigieux qui a un gros pôle de recherche en biologie végétale et notamment qui explore des solutions en phytotechnologie. Et finalement, le planétarium qui se penche sur la pollution lumineuse notamment et a un projet d'astronomie novatrice. Donc, ça vous met vraiment sur la table sur le fait que, outre le fait d'éduquer le public, les musées d'Espace pour la vie sont beaucoup dans la recherche. Là, il y a 25 chercheurs qui sont dans les musées et qui documentent la biodiversité, notamment avec des projets de monitoring des insectes, la phytorémédiation puis la restauration de milieux humides. Comme je le disais précédemment, les musées, c'est des lieux de savoir, de dialogue. Donc, oui, il y a le volet recherche, mais il y a le volet aussi d'accessibilité à l'information, l'inclusivité, donc de pouvoir se retrouver en tant que citoyen. Ce qu'on met en place, c'est d'avoir des voix différentes pour pouvoir parler à des publics différents pour qu'ils se sentent très accueillis dans nos espaces. Et on offre à nos publics vraiment des expériences immersives variées d'éducation, de divertissement, puis de partage des connaissances. Puis ce qui est important pour nous, à travers les 200 activités par année, là, je pourrais vous faire une liste très longue, mais ça passe des expositions aux balados, aux films, etc. C'est vraiment de sensibiliser, d'informer, d'outiller les citoyens. Puis c'est comme ce qu'on appelle une trajectoire d'engagement qui leur permet de vraiment prendre conscience de ce qu'est la nature, de se reconnecter à elle et de vouloir agir, de passer à l'action. Et les actions qu'on mène, on a plusieurs projets. On a des projets de collaboration et de co-création, notamment pour les expositions. La dernière exposition qu'on a ouverte sur les émotions climatiques, la biosphère, a été faite avec la participation des citoyens. On propose des projets de sciences participatives, comme la mission Monarque puis Code Beluga. Donc, les citoyens viennent avec nous pour récolter des données. Et ça, c'est quelque chose qui grandit beaucoup. Puis ça permet vraiment au public de réaliser que les citoyens peuvent participer à l'avancement scientifique et connaissent davantage leur milieu dans lequel ils sont. Et on a aussi des projets où est-ce qu'on va vers les citoyens parce que c'est pas tout le monde qui vient dans nos musées. Donc, des projets hors les murs. Et c'est le cas de Quartier Vivant là, qui est piloté par l'équipe de la biosphère où on va à la rencontre des personnes vulnérables qui subissent davantage les changements climatiques et on construit avec eux à travers un jeu des quartiers dans lesquels ils voulaient se retrouver. Puis ça leur permet de prendre conscience de la biodiversité autour d'eux, mais aussi de leur pouvoir de citoyens pour influencer leur ville en cette matière-là. Donc, pour conclure, là, je pense que c'est important de se rappeler que la protection de la biodiversité chez Espace pour la vie, c'est au cœur de notre mission. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'on protège ce qu'on aime, puis on aime ce que l'on connaît. Donc, c'est ça notre leitmotiv là, tous les jours à l'ensemble des employés. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais peut-être passer la POC à Martin, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup du citoyen, mais des fois, le citoyen se heurte là, à un système et il ne croit pas à l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire. Martin, tu représentes là, le regroupement des conseils régionaux de l'environnement. Vous êtes partout sur le territoire québécois, là, littéralement. Est-ce que tu veux nous parler un peu justement de ça ressemble à quoi la mise en œuvre du plan nature, mais surtout la mise en œuvre du plan nature d'une façon plus de transformation systémique là, auprès des acteurs de chaque région. Fait que concrètement, à quoi ça ressemble cette mise en œuvre-là? Oui, je vais vous donner deux exemples très concrets là, qui viennent de deux mandats qu'on est en train de réaliser dans le cadre là, de la mise en œuvre du plan nature. Le premier porte sur la création d'aires protégées. Donc, nos collègues de la SNAP là, ont fait un super boulot l'an dernier en mobilisant
les citoyens, les organismes de conservation, le milieu municipal, de façon à ce que ces personnes-là proposent de nouvelles aires protégées au Québec. Donc, il y a des centaines de projets là, qui ont été acheminés au gouvernement du Québec. Et les Creux actuellement mènent une vaste concertation sur ces mêmes projets-là. Donc, on a créé là, des tables régionales puis des tables locales qui reçoivent les propositions et on cherche à voir si ces propositions-là font du sens pour l'ensemble des intervenants du territoire, que ce soit les municipalités, les usagers du territoire, ceux qui l'exploitent comme les forestiers, les chasseurs, les pêcheurs, euh, les, les organismes de conservation aussi qui sont déjà présents sur le territoire, là, qui ont une opinion à donner là, sur la qualité de ces propositions-là. Les Premières Nations aussi, sur lesquelles là, on est chez eux, là, donc ils font partie du processus. Et ce qu'on cherche à faire, c'est euh, d'avoir des consensus régionaux sur les propositions qui ont été faites. Donc, est-ce que la proposition convient à tout le monde? Est-ce que les limites de cette proposition-là doivent être modifiées? Est-ce que le type d'air protégé qui est envisagé fait du sens pour les gens autour de la table? Est-ce que c'est plus approprié de faire une réserve de biodiversité ou au contraire, on cherche à faire une aire protégée d'utilisation durable qui va pouvoir concilier un certain nombre d'usages, etc. Donc, c'est un travail complexe qui demande beaucoup de doigté, beaucoup d'écoute et qui doit être documenté parce que les consensus absolus autour d'une proposition, ils vont être rares. Il va souvent avoir des consensus nuancés, puis parfois des objections aussi à faire, à protéger certaines portions du territoire. Et c'est pas, c'est une façon de faire qui est très intéressante, c'est-à-dire que c'est les gens qui avaient une connaissance du territoire qui ont fait les propositions. Et chacune de ces propositions-là, si elles sont retenues, vont contribuer à la représentativité des milieux conservés au Québec, là. Puis on est épaulé, bien sûr, là, par les équipes du ministère de l'Environnement pour réaliser ce mandat-là, parce que ça demande aussi de l'interaction avec d'autres ministères. On comprend, là, ça sera pas que les régions là, qui devront porter ces projets-là par la suite lorsqu'ils seront devenus des aires protégées candidates. Donc, on voit une démarche qui est fort importante, qui va mener à augmenter de plusieurs points de pourcentage, on le souhaite, là, le territoire conservé au Québec. Et juste pour préciser l'amplitude de notre mandat, les conseils régionaux de l'environnement travaillent sur les propositions continentales, si on veut, mais il y a également eu dans l'appel à projet un certain nombre de propositions dans le milieu marin qui, eux, sont portées par les comités ZIP, là, les zones d'intervention prioritaires, là. Fait que là, ils font un peu la même démarche là, pour un certain nombre de projets, là, beaucoup moins nombreux, mais qui sont tout aussi importants là, dans le golfe du Saint-Laurent. Le deuxième mandat qu'on est en train de réaliser, qui est en lien aussi avec des enjeux de biodiversité, touche celui de la lutte aux espèces exotiques envahissantes floristiques, donc les plantes principalement. Et ce mandat-là, c'est plus un mandat, c'est bien sûr un mandat de concertation, mais c'est plus un mandat de co-création. Donc, dans chacune des régions du Québec, on invite les acteurs régionaux là, à se donner une stratégie d'intervention sur les espèces exotiques envahissantes et à définir des espèces prioritaires sur lesquelles ils souhaitent travailler en fonction de milieux prioritaires à protéger aussi. Donc, on peut pas tout faire là, avec les moyens qu'on a. Donc, on va chercher à lutter contre ces espèces-là euh, quand ils entrent dans des milieux naturels où les enjeux de biodiversité sont importants. Donc, on ne cherche pas à faire des stratégies là, pour régler, par exemple, là, les plantes envahissantes en bord d'autoroute. Mais par contre, celles qui sont dans les territoires protégés ou dans des territoires d'intérêt, ceux-là là, devraient être identifiés par les différentes stratégies régionales. Et cette manière de faire les choses va permettre d'avoir une plus grande cohérence dans l'action. Ça fait des années
que tout le monde travaille sur les espèces exotiques envahissantes. Et malheureusement, il y a une multiplication des outils qui existent déjà dans d'autres régions qui ont rencontré l'espèce un peu plus tôt. Donc, en mutualisant l'effort, en mutualisant les différents outils, à la fois de prévention, de détection et de lutte, ça va donner de meilleurs résultats à l'échelle du Québec. Et pour avoir une vision globale de ce qui se passe là, dans les 17 régions en fait, dans les 16 régions du Québec qui participent au projet, ben, il y a une table nationale qui a été mise en place également, là, qui va suivre l'évolution de chacune des stratégies, puis qui va pouvoir aborder des enjeux qui dépassent le cadre d'une simple région, là, donc les espèces émergentes, là, celles qui sont à nos portes, chez nos voisins ontariens, en Nouvelle-Angleterre ou du côté des Maritimes, qui sont pas encore sur le territoire du Québec. Donc, comment on se donne collectivement des stratégies de détection précoce ou des moyens d'intervention précoce de manière à freiner le plus possible là, leur arrivée. Les, il y a, on a encore, donc, au Québec, là, il y a une soixantaine là, d'espèces exotiques envahissantes là, préoccupantes. Là, et c'est encore un nombre sur lequel on est capable de travailler collectivement, là. On peut penser réduire la portée des dommages causés par ces espèces-là. Donc, et cette démarche-là, là, d'avoir des stratégies régionales, est une démarche qui est très bien accueillie par les partenaires municipaux, entre autres. Merci Martha. Je vais peut-être rebondir rapidement. Tu parles beaucoup justement là, de dialogue social, tu sais, d'inclure tout le monde, des fois qui est pas facile, on le sait. Veux-tu me parler justement pourquoi tu penses que ce dialogue social-là est important justement pour mettre en place les changements transformateurs? Tu peux peut-être me parler, entre autres, là, de l'Alliance G15+, que tu représentes aujourd'hui, qui justement inclut des gens de l'environnement, mais autant des gens des syndicats, des patronats, et ainsi de suite. Peux-tu nous dire un peu justement pourquoi il y a un avantage de travailler en alliance multipartie comme ça? La, on a souvent tendance, quand on parle de biodiversité et d'environnement, de parler à des gens qui sont en environnement ou en biodiversité. On est peut-être un exemple de ça ce matin, là. Tant mieux là, s'il y a des gens qui viennent de secteurs autres qui participent au webinaire. Le G15, comme tu l'as mentionné, c'est une coalition là, de la société civile qui regroupe à la fois syndicats, patronat, économie sociale, le secteur culturel, l'habitation. Oui, il y a des groupes en environnement, en aménagement du territoire. Euh, donc, vraiment là, un microcosme là, des différents secteurs de la société. Et de parler de biodiversité dans ces lieux-là, ben, ça permet d'élargir le dialogue, mais c'est aussi parler de biodiversité euh, en lien avec l'économie, en lien avec la qualité de vie, en lien avec la santé. Donc, ça permet de changer un peu le discours, puis de l'aborder à plusieurs, puis de faire en sorte que ces autres acteurs-là, quand ils mettent leur propre plan d'action en œuvre, ben, d'avoir eux-mêmes une réflexion sur les enjeux de biodiversité puis sur les impacts qu'ils peuvent avoir sur la biodiversité. Et c'est aussi vrai pour les gens comme nous qui sont dans le secteur en environnement, ben, de se poser la question, quand on fait des projets en environnement, est-ce qu'on est en train d'embellir un quartier puis le gentrifier ou au contraire, on cherche à amener nos projets de manière à pas expulser les clientèles vulnérables de ces mêmes quartiers-là, mais qui puissent eux aussi profiter là, du verdissement des espaces urbains, par exemple. Donc, cet échange-là va dans les deux sens, là, puis ce dialogue social porte des fruits. Puis, j'ai glissé sur le projet sur les indicateurs de bien-être, donc un projet qui est issu du collectif G15, qui, c'est notre projet commun, c'est là où on s'est tous rejoints dans nos discussions. Euh, il y a une tendance très forte à dire que le développement des sociétés se mesure avec un indicateur qui s'appelle le produit intérieur brut. Et au contraire, là, il existe toutes sortes d'autres indicateurs qui traduisent beaucoup mieux la finesse de la qualité de vie dans ces mêmes sociétés-là, là, donc le bien-être et
dans la dernière édition des indicateurs de bien-être, parce que c'est un projet là, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Donc là, on est à la quatrième version des indicateurs. Et cette année, on a intégré des indicateurs de biodiversité. Donc, c'est une collaboration là, avec Biodiversité Québec, l'Université de Sherbrooke, qui nous a identifié un certain nombre d'indicateurs qui, qui nous permet là, de suivre l'état des espèces en situation précaire, la présence d'espèces exotiques envahissantes au Québec, la part du territoire en conservation, puis l'évolution des connaissances générales là, sur la biodiversité. Mais d'installer ça dans les indicateurs de bien-être, ben, encore là, ça intègre davantage les notions environnementales aux autres enjeux sociaux et économiques là, des indicateurs. Et ça nous aide à réfléchir à nos projets, tous et chacun, puis à voir leur impact sur ces mêmes indicateurs-là. Donc, euh, je mettrai le lien là, dans le chat, là. Je vous invite à aller voir ce tableau de bord, puis les analyses qui sont derrière chacun des indicateurs, là. C'est un travail incroyable là, qui a été fait et qui est, à mon avis, plein de sens, là, puis d'une très grande utilité là, pour prendre des décisions collectives. Merci beaucoup, Martin. Un tableau de bord qui nous rappelle que le bien-être de la population québécoise n'est pas un sens synonyme là, du PIB, puis qu'on ne doit pas opposer cette économie à cet environnement. Ce sont des sujets trop rapprochés. Euh, Elissa, je prendrai un pas de recul avec toi. On a parlé beaucoup là, du besoin de changer les mentalités, soit par des groupes de travail et tout, mais on sait aussi que les mentalités viennent de loin, d'une certaine façon, viennent d'une éducation que moi, je me rappelle même plus tellement que je commence à vieillir. Mais justement, il y a l'importance de l'éducation formelle et non formelle, évidemment. Puis je sais à la COP 16, justement, il y a eu ce momentum-là de dire ben, il faut faire un plan d'action pour l'éducation sur la biodiversité. Chose qui reflétait très bien le cadre mondial, c'est la COP 15, là, parce que justement, on disait que sans l'éducation, on pourrait pas mettre en œuvre le cadre mondial. Tu es directement impliqué sur ce projet-là, c'est pour ça que j'en parle. Peux-tu nous parler justement un peu du projet et un peu qu'est-ce que ça représente? Oui, avec plaisir, merci. Donc c'est exactement comme tu as dit, je vais juste reprendre le début. Si on veut changer nos façons de faire, comme Isabelle l'a expliqué aussi tout à l'heure, et ce que j'avais repris, il faut transformer nos façons de percevoir et de comprendre et de ressentir la nature plutôt que de juste être en relation avec elle. Et c'est exactement ce que vient reconnaître le Global Plan of Action for Education on Biodiversity. L'acronyme pour en ajouter un, c'est GPAEB. C'est effectivement une nouveauté majeure qui a été demandée à la COP16 à Cali, l'élaboration de ce plan mondial pour structurer et transformer l'éducation relative à l'environnement, spécifiquement la biodiversité, dans les écoles, les communautés, les institutions. Donc on parle de éducation formelle, donc ça c'est dans les institutions, ça, on obtient une certification, juste pour faire la différence. Ensuite, éducation informelle, c'est de façon non structurée, genre les expériences quotidiennes, interaction sociale, etc. Et l'éducation non formelle, c'est un peu entre les deux, donc c'est organisé et planifié, mais c'est hors du système scolaire et ça a quand même des objectifs clairs, mais sans forcément avoir de certification, ou en tout cas, c'est pas reconnu par un système éducatif, juste pour faire la différence. Donc ce plan répond directement, comme tu as dit, à plusieurs cibles du cadre Kunming-Montréal, les cibles 16, 21, 22 et 23. Je vais pas les dire, je vais juste envoyer de s'il y arrive. Voilà, parce que je suis prête. Si vous voulez aller regarder les autres cibles aussi, j'ai mis le lien. Donc, ce que ce plan dit très clairement, c'est que la conservation ne va pas se faire sans transformation culturelle et que la transformation culturelle passe par l'éducation. Donc, comme Martin disait tout à l'heure, il met de l'avant des approches transformatives, l'éducation en nature, par la nature, et en anglais, on parle même de learning as nature. C'est aussi l'apprentissage par l'action et on met l'accent sur la créativité et les émotions. La recherche avance sur ce sujet et je pense que ça surprendra personne à quel point l'expérience sensorielle, émotionnelle et sensible influence plus durablement les comportements que l'information seule. Je voudrais juste faire une parenthèse sur ça. À travers tout mon parcours d'éducatrice en environnement, dans plein d'organismes, j'ai vu un peu le passage de l'éducation relative à l'environnement de la transmission d'informations un peu catastrophistes, genre qui responsabilisent beaucoup les individus, les élèves. Il faut recycler, et là, tu as une image de dépotoir à ciel ouvert où il faut sauver les abeilles, et là, tu as une image de désert avec un crâne. Donc, il y a quand même eu, on arrive peut-être de loin parce que gentiment, il y a eu l'émergence et l'intégration du concept d'éco-anxiété
et de pouvoir d'agir. Et très tranquillement, on commence à responsabiliser les grandes entreprises et les gouvernements et le modèle économique actuel, enfin, le capitalisme, pour ne pas nommer l'éléphant dans la pièce. Donc bref, on utilise les émotions, mais il faut les utiliser à bon escient en mettant l'accent sur l'agentivité et sur l'esprit critique, surtout qu'on essaie de développer. Et en parlant d'esprit critique, sur un aspect plus citoyen, le plan appuie aussi beaucoup les processus de démocratie participative et la diversité des savoirs, notamment bien sûr les savoirs autochtones. Il fallait que je le rementionne. J'ai un autre lien pour vous. David m'a dit au tout début qu'il allait tout remettre dans le courriel de la fin, donc ne vous sentez pas submergé. Mais c'est quand même c'est un document conséquent, mais on a beaucoup travaillé dessus, donc si vous voulez le lire, ça fait quand même vraiment bien le tour. Et tout ça au final pour renforcer le rôle des jeunes, pour que ce soit des bénéficiaires, oui, mais aussi des co-créateurs et créatrices de solutions. C'est l'esprit du plan et c'est aussi ce qu'on porte à Gibbon Québec, à Gibbon en fait de façon générale, parce qu'en participant sur ce plan, en participant à ce comité, c'est ce qu'on essaye d'amener, le rôle des jeunes dans les COP et aussi dans nos actions au Québec avec Gibbon Québec, notamment à travers l'organe consultatif jeunesse, qui est un projet qui avance gentiment. Voilà. Merci beaucoup, Elissa. Super intéressant là, de vous entendre tous, c'est très positif, j'aime ça. Je vais peut-être quand même prendre un peu de recul parce que je pense qu'il y a des trucs qui avancent dans la bonne direction, on le voit, puis merci là, d'être là pour ça. Mais je poserais peut-être une question à Alain, pas que tu es notre chien de garde, mais tu vas l'être aujourd'hui. Y a-t-il au contraire c'est des projets au Québec qui nous ramènent à l'envers? Tu sais, on parle de transformer justement notre économie, d'aller de l'avant, transformer notre éducation. Est-ce qu'il y a des projets qui, au contraire, là, ce sont des step back puis qui nous amènent dans la mauvaise direction? Quelques-uns. Euh, je dirais, je vous ramène à la pandémie de COVID-19, un énoncé de notre premier ministre du Québec qui dit, on s'est rendu compte qu'on était complètement vulnérable à ce genre de situation. Il faut revoir notre modèle d'importation, d'exportation. On est dépendant, on est trop dépendant de l'extérieur. Il faut qu'on augmente notre niveau d'autonomie et qu'on produise davantage de biens chez nous et au niveau de l'alimentation, entre autres, mais aussi au niveau de certains biens et qu'on s'en détourne d'une certaine forme de mondialisation. Sans nier l'importance de la mondialisation, il y avait vraiment un énoncé là à revoir notre façon de faire, puis ce qui est tout à fait logique de produire davantage localement. Et un projet en ce moment qui incarne bien ce revirement auquel tu fais référence, David, c'est le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Un projet auquel il faut absolument lutter, qui représente justement de façon, je veux dire, parfaite ce recul-là et cette poursuite de la vision d'une croissance économique sans fin au détriment de la biodiversité. Le Québec est l'hôte du secrétariat de la Convention sur la biodiversité, donc à Montréal. Et on a au Québec un poisson extraordinaire qui est unique à la grande région de Montréal, le chevalier cuivré, qu'on trouve nulle part ailleurs au monde. Si le chevalier cuivré disparaît, c'est l'espèce entière qui disparaît. C'est pas une variation de couleur, là, c'est vraiment une espèce entière. Et on a une responsabilité incroyable de le protéger. Et ce projet-là d'expansion du port de Montréal à Contrecœur va venir détruire des habitats essentiels de l'espèce, des habitats qui sont nécessaires à sa survie ou son rétablissement. Et pour bien comprendre d'un point de vue scientifique ce que c'est qu'un habitat essentiel, c'est comme si je vous disais que vous êtes l'habitat du chevalier Curie et que votre cœur, c'est l'habitat essentiel. Ben, si je vais chercher un petit bout de votre cœur, ça va pas bien aller. Mais c'est ça qu'on propose en ce moment avec le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Et euh, ce projet-là risque de devenir un deuxième aéroport Mirabel, donc un deuxième éléphant blanc. Euh, les changements climatiques font en sorte que le niveau du fleuve Saint-Laurent en ce moment diminue. Les tendances de transport de containers dans le monde se font avec des bateaux de plus en plus gros, des bateaux qui ont besoin de plus en plus de tirants d'eau. Et donc, ces deux phénomènes-là parallèles font en sorte que des ports intérieurs comme celui de Montréal
vont lutter, donc vont être compétitionnés avec des ports qui sont plus situés sur le bord de l'océan, donc des ports maritimes qui ont une plus grande profondeur. Et ce sont des éléments connus, des tendances connues. Il n'y a pas de besoin d'expansion de ce port-là. Donc, c'est vraiment un projet qui est propulsé dans cette vision des années 1950 d'une croissance économique continue, de forcer la croissance économique. Et en parallèle, en ce moment, ce qu'on observe avec le gouvernement canadien et le gouvernement québécois, c'est une dérive autoritaire. Puis je pèse clairement mes mots quand je dis ça. On a la loi visant à bâtir le Canada qui permet d'exclure un projet qui est listé à cette loi-là, à l'annexe 1 de cette loi-là, de tout, de tout le cadre législatif environnemental du pays. La loi sur les oiseaux migrateurs, la loi sur les espèces en péril, la loi sur la protection de l'environnement et plusieurs autres lois peuvent être littéralement mises de côté si ce projet-là est inscrit. On a appris cette semaine que dans la loi sur le budget, une personne qui fait un projet pertinent pour la croissance économique peut être exclue de l'application de toutes les lois fédérales, donc sauf les lois sur la criminalité. Donc, les gens peuvent pas tuer des gens. Donc, on est quand même protégé pour ça. Mais pour ce qui est de tuer l'environnement puis de se débarrasser de l'environnement, ça, il n'y a aucun enjeu. Donc, en ce moment, euh, il y a des organisations, il y a une organisation locale qui œuvrent à contre-cœur. Il y a des organisations nationales, la SNAP Québec en fait partie, qui travaillent à contrer ça dans une dynamique de David contre plusieurs Goliaths. Il y a un appui soviétique à ce projet-là. Tout le monde est pour ce projet-là. Et heureusement, je pense qu'avec tous les efforts qui sont mis de l'avant, on va réussir à faire provoquer cette étincelle de lucidité, là, je pense, qui pourra amener les gouvernements peut-être à changer de direction. Euh, on le fait avec Nordvolt. Le projet Nordvolt, c'était pas un mauvais projet. C'est un projet intéressant au mauvais endroit. C'était un projet intéressant avec un mauvais partenaire. Donc, c'est pas négatif d'avoir ce genre de projet de développement économique-là, mais dans le cas du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, on est vraiment dans un retour en arrière et je vous invite tous et toutes à suivre de façon très attentive la suite des choses et je peux vous dire que la SNAP Québec, on va être au rendez-vous et qu'on va aller en cours pour contester ce projet-là. Donc, vos encouragements sont les plus que bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Puis je pense que ça nous rappelle que tu sais, le rapport de l'EBS dit oui, des changements transformateurs, mais il faut toujours se rappeler des causes sous-jacentes pour que les changements soient vraiment transformateurs. Puis justement, des projets comme ça sont directement liés là, aux grandes causes sous-jacentes. Puis justement, même tu parlais de la situation politique, ben, c'est un exemple concret de concentration du pouvoir là, qui est flagrant, en fait. On n'aura pas nécessairement de temps là, pour le Q&A. Je suis désolé pour les gens dans la salle. Je vous laisserai, si jamais vous avez une question rapide dans la salle, mettez-la dans le chat. Je veux quand même faire un petit tour de table là, très rapide avec nos quatre panélistes, profiter de votre présence. Je vous dirais en quelques mots, évidemment. Est-ce que vous êtes quand même optimiste, justement, qu'on va réussir à changer nos façons de faire là, au Québec pour intégrer ces changements transformateurs-là? Fait que tour de table rapide, peut-être Alain, je commencerai par toi. Ah, très optimiste, on n'a pas le choix. Ça fait partie de l'ingrédient de base, comme la farine pour le pain. L'espoir, c'est l'ingrédient principal pour avancer. Faut pas perdre espoir. S'attaquer aux causes sous-jacentes, c'est s'attaquer à la crise climatique. Tu l'as bien dit tantôt, Elissa. C'est s'attaquer à la crise de la biodiversité, la crise de la pollution. C'est s'attaquer à plein d'enjeux aussi sociaux, économiques, les iniquités. Si on s'attaque correctement puis qu'on met en place des solutions pour les causes sous-jacentes, on va réussir à avancer comme humanité dans la bonne direction. Parfait. Martin, est-ce que tu as de la farine?
Oui, ben en fait, moi, je crois énormément à la place du dialogue social. Plus on discute avec l'ensemble des parties prenantes puis des représentants, des membres de la société, plus on voit qu'il y a des... En fait, on se rend compte que les entreprises, ils veulent pas contrevenir à l'environnement. En fait, les entreprises, ils vont être gênés d'être dans les projets retenus qui bénéficieraient d'exemptions environnementales. Ils vont avoir de la difficulté à défendre ça auprès de leurs investisseurs puis de leurs actionnaires là, si ils bafouent. Ils ont trop à perdre en notoriété puis en crédibilité d'être dans les processus qui seront jugés comme des processus d'exception néfastes pour l'environnement. Donc, au contraire, plus on maintient le dialogue, plus on voit là, que les gens vont chercher à faire les choses adéquatement là, dans le développement des projets. Et j'ai de l'espoir dans ça. Génial. Isabelle? J'ai de l'espoir parce qu'on parle plus de 5 crises, on en parle de une, donc on s'entend sur quelque chose. Il y a beaucoup le dialogue qui est mis de l'avant, il y a plus de conscience et aussi il faut focuser sur des récits souhaitables. Alain disait, l'espoir, c'est la clé. On ne va pas se mobiliser sur le chaos, on se mobilise sur quelque chose qui est positif, qui est faisable. Et on a gagné des causes là, dans le milieu environnemental. Le monde a changé. Donc, il faut continuer à croire à ce changement-là. Puis, je pense que je disais, vous pourrez me corriger, là, mais ça prend un petit pourcentage de la population là, pour faire basculer les normes sociales. Donc, il faut quand même atteindre ce pourcentage-là, se mobiliser là, jusqu'à pouvoir faire pression là, pour ces changements-là. Mais je vois une conscience grandissante là, puis une sensibilité face à la biodiversité. Puis ça me réjouit. Merci beaucoup, Isabelle. Et Lisa, le mot de la fin. Oui, moi je suis très optimiste. Comme on a dit, on n'a pas le choix, mais je pense aussi que c'est une question d'attitude. En fait, quand tu agis, tu deviens plus optimiste que quand tu subis, c'est normal. Et je trouve que quand tu t'organises en groupe, tu décuples encore plus cet optimisme et ce pouvoir d'agir. Donc naturellement, je vais inviter les moins de 35 ans à rejoindre le réseau Given Québec. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et ceux et celles qui ont plus de 35 ans, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent. On a besoin de vous. On aimerait partir en tournée de Rockstar au Québec pour parler à tous les jeunes. Donc, écrivez-moi si vous pouvez nous débloquer de l'argent ou nous faire des dons. C'est toujours très, très, très utile. Et je mets le formulaire juste là. Ben, merci beaucoup, vous quatre. C'était super le fun de vous entendre. Super positif aussi de voir là, qu'il y a du changement. Puis c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. De toute façon, on se connaît en dehors de cet appel. Fait que merci beaucoup à vous quatre. Je vais arrêter l'enregistrement. Je suis conscient qu'il est 10 heures. Fait que je vais peut-être prendre une question. Il y a une main levée dans la salle. Évidemment, pour ceux qui doivent quitter, on comprend évidemment. Même chose au niveau des panélistes, là, je ne vous retiendrai pas. Je sais que vous avez tous des grands agendas, que vous avez d'ailleurs un peu partagé aujourd'hui sur les projets que vous travaillez. Fait qu'un grand merci à tous d'avoir été là. Gilles, je passe à toi dans 2 secondes.